Bonjour, pour la troisième édition de notre émission L'Écho à contre-courant, organisée conjointement par l'Association des économistes atterrés et par Mediapart. C'est d'un sujet très important dont nous allons parler, celui des complémentaires santé obligatoires, mais un sujet qu'on aborde assez peu souvent dans le débat public et du même coup, on passe souvent sous silence l'enjeu social majeur et les inégalités qu'elles abritent. Alors, pour parler de ce sujet complexe, mais en même temps qui est dans la vie quotidienne de nos concitoyens, je reçois deux économistes atterrés. D'abord, Nathalie Coutinet, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste à l'Université de Paris 13 et chercheur au Centre d'économie de Paris Nord. Et puis Jean-Paul Domain, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en sciences économiques à l'Université de Reims, Champagne-Ardenne. Alors, pour préparer ce débat, suivant notre habitude, vous avez fait avec deux autres économistes atterrés une note de travail, une note des atterrés, qui cadre un peu vos réflexions sur les complémentaires santé obligatoires. Et vous allez dans cette note un petit peu à rebours de l'idée dominante. Parce que l'idée dominante, c'est... il y a eu, notamment depuis l'accord de flexi-sécurité de 2013, une extension, une généralisation des complémentaires santé. Donc on peut se dire, pour ceux qui ne connaissent pas le sujet, c'est bien. S'il y a une extension, c'est donc que le droit à la santé est de plus en plus et de mieux en mieux garanti. Or, vous allez à rebours. Vous dites non, cette extension recouvre en fait des très fortes inégalités. Le système est de plus en plus inégalitaire. Alors, c'est là-dessus que j'ai envie de démarrer. D'abord, peut-être, pouvez-vous expliquer très concrètement ce que sont des complémentaires santé obligatoires, comment elles fonctionnent et pourquoi vous parlez de très fortes inégalités. Qui veut Jean-Paul Domain? Eh bien, je commence. Donc, le marché, puisqu'il s'agit d'un marché de la complémentaire santé, est partagé entre trois acteurs. Trois acteurs que sont les mutuelles qui représentent 53% du chiffre d'affaires du marché, mutuelles qu'on appelle les mutuelles 45, donc issues du code de la mutualité, qui sont des structures qu'on va appeler grossièrement de l'économie sociale et solidaire. Des institutions de prévoyance qui sont en fait co-gérées par le patronat et les syndicats, institutions de prévoyance qui, avant la réforme, sont essentiellement spécialisées dans les contrats collectifs, et enfin les assureurs, les compagnies d'assurance, qui sont aujourd'hui en train de grignoter progressivement le marché. Donc en fait, la loi du 31 décembre 89, la loi d'IT20 qui met en place le marché, eh bien, organise une concurrence entre des structures qui sont des structures capitalistes, les compagnies d'assurance, et des structures... Alors déjà, quand vous décrivez cet univers, ce n'est pas l'univers habituel de la sécurité sociale. Vous parlez de marché. Oui, alors, effectivement, les complémentaires, elles ont en charge la part qui n'est pas prise en charge. Une sorte de statut hybride un peu. Voilà, elles ont la part qui n'est pas prise en charge par la sécurité sociale, ce qu'on appelle l'AMO, l'assurance maladie obligatoire, la Sécu, qu'on appelle communément la Sécu. Et la part qui n'est pas prise en charge est prise en charge par des mutuelles complémentaires, ce qu'on appelle l'assurance complémentaire. Alors c'est un très gros marché, c'est un marché de 34 milliards d'euros en France. Et c'est un marché qui est en très forte explosion, puisqu'il était au début des années 2000 de 17 milliards d'euros. Et en fait, c'est l'ANI, donc l'accord, la généralisation de la complémentaire d'entreprise, en fait, elle étend le marché de la complémentaire. Ouais. Le marché privé, c'est ce qu'on appelle, la côté privé, si vous voulez, par opposition à la sécurité sociale. Alors, ce qui est intéressant dans votre note, c'est que vous dites, ça permet de revisiter un peu ce qu'a été cet accord de 2013 de flexi-sécurité, parce qu'il y avait deux thèses en présence. Il y avait ceux qui disaient que c'était un accord de dupes, qu'il n'y avait que de la flexibilité, et puis d'autres qui disaient non, notamment la CFDT, c'était un accord équilibré parce qu'il y a des contreparties. Dans les contreparties, il y avait l'extension de ces complémentaires santé. Or, vous dites non, il n'y a pas du tout d'extension parce que, en fait, vous allez nous expliquer le cheminement, c'est l'entreprise qui est le lieu de définition d'une complémentaire santé. Oui, enfin, je sais pas, il y a deux éléments. D'abord, on dit que ce n'est pas vraiment une avancée parce que la population française est généralement bien couverte par la complémentaire, parce que plus de 98% des gens ont une complémentaire, que ces complémentaires d'entreprise existaient déjà, que certaines, à peu près 44% des entreprises offraient déjà des complémentaires à leurs salariés,
Et qu'aujourd'hui, ce que fait la loi, c'est qu'elle donne accès à la complémentaire aux salariés. Or, depuis toujours, les personnes non couvertes, ce sont justement les personnes qui ne sont pas salariées, ce sont les inactifs, les chômeurs de longue durée, les retraités, et que ceux-là ne bénéficient pas de cet accord. Donc finalement, ça ne change pas grand-chose. On estimait qu'en 2012, il y avait 5% de la population qui est non couverte par une complémentaire. Combien ? 5%. Ouais. Et que là, avec l'ANI, selon les estimations, on passerait à 4, éventuellement à 3, ce qui ne change pas grand-chose finalement. Donc ce qu'on a annoncé comme un accord majeur, comme une amélioration sociale importante, finalement n'est pas une amélioration sociale importante. Et le deuxième élément, et je te laisse la parole, c'est que les contrats complémentaires sont très inégaux. Parce que ce sont des contrats d'entreprise. D'entreprise. Et selon que vous êtes dans une grosse entreprise ou une petite, selon que vous êtes cadre ou non cadre, selon que vous êtes à temps partiel ou à temps plein, eh bien, vous n'avez pas accès au même contrat. Et concrètement, en termes de couverture pour les salariés, de couverture médicale, ça change quoi? Alors, ce qui est important pour compléter ce que dit Nathalie, c'est que ce n'est pas parce qu'une grande partie de la population va être couverte que cette partie de la population va être couverte par une bonne complémentaire santé. Et cet argument est extrêmement important. C'est-à-dire qu'on peut généraliser la complémentaire, on ne va pas avoir accès pour autant à une bonne complémentaire santé. C'est ça qu'il faut préciser. Oui, et le contrat socle, c'est-à-dire le contrat minimal obligatoire par la loi, est un contrat qui est assez faible en définitive. Concrètement, est-ce que vous pouvez oui, illustrer assez concrètement, faible? c'est le forfait hospitalier, prise en charge. C'est 100 à 200 euros sur l'optique, selon le niveau de correction, etc. 125% des frais dentaires. Et que choisir à qualifier ces contrats socles comme plus faibles que la CMUC, c'est-à-dire la complémentaire. CMUC, expliquez. C'est la complémentaire pour les gens qui bénéficient de la CMU. D'accord. Donc les catégories sociales, c'est un niveau de revenu, donc les niveaux de revenus les plus faibles. Donc le contrat socle est finalement pas très bon. Parce que ça ne prend pas en compte les dépassements d'honoraires. On sait très bien que les frais dentaires, les remboursements de la sécurité sociale sont très très en deçà des coûts réels, et qu'une paire de lunettes à 100 euros, bon, si vous avez une correction simple, c'est assez facile, mais si vous avez une correction plus complexe, voilà. Donc finalement, ce contrat socle, ce contrat minimal, c'est pas une avancée sociale. Je vous dis, c'est moins bien que la CMUC. Donc il n'y a pas de quoi. Et en fait, si je suis votre raisonnement, le système qui s'est mis en place, donc qui est très parcellisé, morcellisé à l'échelle de l'entreprise, en fait, a fait introduire le loup dans la bergerie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une sorte de privatisation rampante. C'est-à-dire ça rompt avec le principe d'universalité qui est celui qui préside au fonctionnement de la sécurité sociale. C'est en effet une remise en cause d'un système solidaire de protection sociale, et je dirais que c'est encore plus complexe parce qu'en introduisant des contrats socles qui sont des contrats relativement faibles, on incite les salariés à prendre des surcomplémentaires, c'est-à-dire des contrats d'assurance encore plus favorables qui permettront de couvrir ce qui n'est pas couvert aujourd'hui par les complémentaires. Or, les cadres seront bien entendu favorisés pour prendre des contrats surcomplémentaires, alors que les non-cadres seront défavorisés. Alors, je trouve que l'intérêt de la note, c'est que vous montrez, comme le cadrage est le plus souvent au niveau de l'entreprise, ça permet aussi de jouer pour l'employeur. Notamment, vous dites qu'il peut y avoir une sorte de donnant-donnant et que la contrepartie peut être aussi dans la négociation de faire donner un peu une complémentaire santé, mais de peser sur les salaires. Bien sûr. Comme c'est déjà aux États-Unis où la plupart des contrats d'assurance complémentaire sont offerts par les entreprises, c'est un fort élément d'attractivité des salariés. Et effectivement, aujourd'hui, on peut très bien imaginer qu'une entreprise va dire finalement, on va vous donner accès à une complémentaire un peu supérieure au contrat socle, et en échange, vous allez je ne sais pas, renoncer à un certain nombre d'avantages. Alors, ça peut être salarial, ça peut être en termes d'horaire, ça peut être de différentes sortes. Ouais. Mais effectivement, ça introduit une possibilité pour l'entreprise de faire jouer l'accès à la complémentaire comme un élément de rémunération finalement. Et puis, il ne faut pas oublier qu'en plus, les salariés se sont un petit peu fait avoir dans l'affaire, puisque avant, les contrats n'étaient pas fiscalisés.
et qu'après l'ANI, c'est-à-dire que les gens qui bénéficiaient d'une complémentaire d'entreprise... L'ANI, l'accord national interprofessionnel. interprofessionnel. Oui, ce que vous appelez l'accord effectivement de flexisécurité. Flexisécurité, pour aller simple. Avant cet accord, eh bien, les gens qui bénéficiaient de complémentaires d'entreprise n'étaient pas fiscalisés sur ces contrats. Et maintenant, c'est revenu, donc tous les salariés s'en sont rendus compte, c'est revenu comme des salaires fictifs et c'est fiscalisé. Donc finalement, ce qui a été donné d'une certaine manière d'une main a été repris sous forme de fiscalité puisque c'est considéré comme un avantage en nature et donc c'est refiscalisé. Donc les salariés, au total, n'y ont pas vraiment gagné et en termes d'inégalité d'accès à la complémentaire, on n'y a pas gagné non plus. Donc avec un coût quand même pour les finances publiques, hein, un coût important pour les finances publiques. Le coût il y a eu des aides fiscales aux entreprises. Il y a effectivement des aides aussi pour les personnes qui n'ont pas accès. Donc au total, qu'est-ce qu'on gagne à réduire la part de l'assurance maladie obligatoire pour augmenter la part de la complémentaire, ne serait-ce qu'en termes de finances. En termes de finances publiques, ce n'est pas du tout évident que ça fait faire des économies, puisque c'est souvent l'argument qui est lancé, hein, les finances publiques sont exsangues, donc il faut faire des économies. Ce n'est pas vraiment le cas. On peut même parler d'une préférence française pour les prélèvements inégalitaires, c'est-à-dire qu'on va aider au développement d'assurances maladie complémentaires qui sont par nature inégalitaires, c'est-à-dire que les salariés n'ont pas accès aux mêmes. Est-ce que l'idée forte n'est pas celle sur laquelle je vous interrogeais tout à l'heure, d'une sorte de processus rampant de privatisation de la sécurité sociale? Vous vous souvenez, je ne sais bien quelle année c'était, je crois que c'était 97 ou 98, il y a Claude Bébéard, le patron d'AXA, qui à l'époque dit qu'il faudrait avancer vers des sécurités sociales privées. Et à l'époque, il y avait une grande controverse, mais plutôt qu'il y ait une grande réforme, est-ce qu'on n'avance pas progressivement par petits coups de boutoir successifs avec ces complémentaires santé très inégalitaires, avec les déremboursements, avec le reste à charge des assurés sociaux qui progressent vers une sorte de contraction du cœur de la sécurité sociale et donc du coup une sorte de halo de plus en plus grand qui est donné soit à des assureurs privés, soit à des organismes hybrides, ceux dont vous parliez, les instituts, les Médéric, dont on ne sait plus bien d'où ils viennent, mais qui mutent comme des organismes financiers. Alors, premier élément, depuis le plan Juppé de 1996, les gouvernements hésitent à attaquer de front le système de protection sociale. Donc on préfère agir de façon détournée. Et l'ANI est un exemple tout à fait caractéristique de cette évolution. Par ailleurs, ce qu'il faut souligner, c'est que le marché, on l'a dit tout à l'heure, est partagé entre différents acteurs assez différents les uns des autres. Mais où le privé prend de l'ampleur. Oui, mais même si les mutuelles aujourd'hui restent majoritaires, ces mutuelles se comportent comme des assureurs. Dans une logique de privatisation. Exactement. Donc on a beau dire, oui, ce sont des structures de l'économie sociale et solidaire, elles se comportent comme des assureurs en sélectionnant les patients, etc. etc. Ouais. Alors attention, on ne fait pas la sélection sur le risque, on attire les bons risques, et en attirant les bons risques, on désincite les mauvais risques. Il y a les petits risques, ceux qui sont solvables, et on laisse à la charge de la collectivité les soins lourds et coûteux. Exactement. Oui, je rajouterais même que, si vous voulez, cette loi en elle-même, la loi sur la flexsécurité, elle acte un certain désengagement de la sécurité sociale, puisqu'elle dit finalement aux salariés, vous avez besoin d'une complémentaire. Les salariés ont besoin d'une complémentaire, il faut l'étendre. Ce qui veut dire que la sécurité sociale ne suffit plus finalement à couvrir le risque santé. Voilà. Donc il y a bien un certain désengagement autour de ce qu'on appelle le panier de soins, c'est-à-dire les soins qui sont effectivement pris en charge. Et donc on rentre dans une logique perverse, puisque vous le dites dans la note, la complémentaire santé peut aussi servir de produit d'appel pour offrir d'autres prestations et donc offrir un marché de plus en plus grand à ces assureurs privés, à ces mutuelles qui mutent vers le marché. Comme l'a dit Nathalie tout à l'heure, le marché de la complémentaire aujourd'hui, c'est 34 milliards d'euros. 34 milliards d'euros, c'est 1,5 de PIB. C'est pas rien. Et on peut estimer que ce produit d'appel va générer de nouveaux produits, notamment des assurances,
plus favorables et bien entendu plus défavorables pour ceux qui ne pourront pas les acquérir. Et le marché risque de prendre de la... Ils font des sortes de packages avec des produits multiples, avec la dépendance pour lequel on n'a pas créé de 5e branche de la sécurité sociale. Voilà, on les sent. La logique du privé est de plus en plus oui, et c'est prégnante. des acteurs qui sont extrêmement en concurrence. Et aujourd'hui, par exemple, ils développent ce qu'on appelle le conventionnement sélectif. C'est-à-dire que quand vous avez une complémentaire, vous avez accès de manière privilégiée à des réseaux d'opticiens, de dentistes, etc. Et c'est donc conventionné, hein, donc qui garantissent un niveau de qualité et de prix. Et donc, selon l'assurance complémentaire que vous allez prendre, vous allez avoir accès à certains réseaux. Et si vous n'êtes pas couvert par ces acteurs, vous n'avez pas accès à ces réseaux. C'est-à-dire que donc vous allez, ce qui génère hein, sur l'optique, les baisses par exemple de prix sont de l'ordre de 40%. C'est pas ridicule 40%. Ce qui fait que voilà, selon les types de contrats, selon les assureurs, vous n'aurez pas accès aux mêmes soins, c'est-à-dire aux mêmes lunettes, aux mêmes dentistes, à la même couronne, au même implant, etc., etc. Donc on est en train de développer effectivement un marché parallèle géré par les assureurs complémentaires. Et ce qu'il faut compléter, c'est qu'aujourd'hui, l'ensemble des acteurs, qu'elles soient des mutuelles, des institutions de prévoyance et des assureurs, s'allient justement pour mettre en place ces réseaux. Donc ils sont tout à fait d'accord sur le principe. Alors pour contrecarrer l'âme de fond, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Refonder nous, la sécurité sociale. On est assez d'accord avec un mouvement qui est en train d'être lancé, qui est le 100% Sécu. C'est-à-dire revenir à une sécurité sociale universelle qui ne sélectionne pas les risques, qui est obligatoire et qui offre des prestations identiques pour tous. Et en termes de coûts, c'est une étude qui est extrêmement complexe à faire, mais qu'on a un petit peu faite comme ça. C'est-à-dire que le coût pour la sécurité sociale, pour les finances publiques, si vous voulez, ne serait pas supérieur. Et surtout pour les ménages, parce que ce que les ménages vont payer en plus, peut-être comme cotisation sociale, c'est ce qu'ils payent comme prime d'assurance complémentaire. Donc il faudrait vraiment tout regarder. Et en termes d'égalité d'accès et de prestations, la sécurité sociale, c'est la championne. Ouais. Parce qu'en fait, il y a deux logiques. Il y a une logique qui est un peu celle du MEDEF, de partition de la sécurité sociale, les pathologies lourdes, onéreuses, etc. La collectivité s'en charge, et puis le reste, il faut le solvabiliser, le rentabiliser, le privatiser. Mais cette logique de refonder la Sécu, dans le débat public, qui la porte ? Ça commence à poindre. Ça va sans doute être un des grands thèmes de la présidentielle, puisqu'on sait que les Républicains veulent supprimer l'AME, l'aide médicale d'État pour les personnes en situation irrégulière. Donc ça va être un gros enjeu. Et ce qu'il faut faire comprendre, c'est que la question qui est posée, par exemple, pour l'aide médicale d'État, elle est mal posée. Ce n'est pas en coût immédiat qu'il faut voir. C'est qu'est-ce que ça coûte aussi pour la sécurité sociale, d'avoir des gens qui ne sont pas soignés, de voir revenir la tuberculose, etc., etc. C'est-à-dire que c'est pas juste, on va arrêter de soigner les étrangers parce qu'ils nous coûtent trop cher. Ce qui est d'abord faux, parce que c'est pas un coût élevé, l'AME. Et en plus, si on les soigne pas, ça veut dire qu'ils vont être malades. Le MEDEF brouille le débat en parlant de petits risques et de gros risques. Voilà. Or, un petit risque mal soigné devient rapidement un gros risque. Voilà. Bon, donc c'est un grand débat, nous allons le suivre, refonder la sécurité sociale, c'est une belle ambition. Nous arrivons donc au terme de notre débat. Je rappelle donc que les ATR ont fait une note qui sera publiée en même temps que cette vidéo pour ceux qui veulent prolonger cette réflexion. Nathalie Coutinet, Jean-Paul Domain, je vous remercie. Merci. À vous. À bientôt.